pensez quoi de la news sur le prêt Lombard qui donne la possibilité d'emprunter des euros en mettant en collatéral de la crypto? Alors, je ne l'ai pas vu passer. J'avoue que toutes les coques fiscales et autres françaises, je m'y intéresse de moins en moins. Bah, de toute façon, en fait, c'est simple, j'en ai pas, donc ça m'intéresse pas. Et aujourd'hui, je suis pas fan d'aller déposer de ma crypto en collatéral pour prendre des euros. Je préfère garder mes cryptos comme elles sont et il y a plein d'autres moyens de les faire fructifier et de travailler dessus. Et pour moi, aujourd'hui, ils sont tellement dans la dèche d'aller récupérer de l'argent pour essayer de combler tous les trous qu'il y a de partout, que moins je leur en donne, mieux je me porte, en fait. Voilà. Mais après, chacun fait comme il l'entend. Bah, Moi, je nous, on pense a que vu les passer cryptos, vous la news. devez garder une certaine souveraineté. Ouais, mais j'en ai parlé aussi. Et déjà, moi, personnellement, bah, c'est un peu vert, hein, parce que ça vient d'être confirmé que tu pouvais le faire avec toutes justement les réglementations, tout ce qui est PSAN. Bon, ça laisse des possibilités. Mais il y a des, comme tu l'as dit, Mick, il y a des conditions. Donc, c'est-à-dire, c'est pas les cryptos sur ton wallet, c'est qu'il faut que tu les déposes sur une plateforme agréée PSAN. Et ensuite, tu peux emprunter effectivement, apparemment, d'après ce que j'ai vu, et je suis pas fiscaliste non plus, des cryptos et enfin, tu peux déposer tes cryptos pour emprunter des euros et ça n'implique pas d'imposition, mais il y a quand même des conditions au niveau de qui détient les fonds. Et pour le coup, moi, c'est pas quelque chose que je ferais non plus. Déjà, j'attendrai que ça se mette en place, hein, que les premiers se cassent les dents dessus, parce qu'il doit bien y avoir des petits trucs comme ça, des petits astérix bis en bas du truc qui disent oui, mais Ouais, bien attention, parce sûr. que là, machin. Donc ça, c'est à voir comment ça se met en place parce que c'est très récent. Et ensuite, voilà, si tu veux mettre tes cryptos en collatéral, il y a des choses à faire dans l'écosystème DeFi. Il faut regarder aussi comment c'est imposé et tout. Mais oui, pour le coup, tu gardes vraiment tes fonds avec un contrôle beaucoup plus poussé. Et bon, ça peut être du staking. Il va falloir peut-être que tu laisses tes fonds. Mais dans l'idée, je ferais plus confiance à un Aave qu'à un prêt Lombard, tu vois, pour l'instant, pour mettre quelque chose en collatéral et obtenir des fonds. Sans compter Ouais, que après, je très pense. certainement, tu peux emprunter des stablecoins, payer l'imposition. Enfin, je sais pas trop comment ça peut se passer, tu vois, mais quand même récupérer des euros avec tes prêts crypto. Ouais, il va falloir que tu passes par l'imposition, mais c'est quand même faisable aussi. Même si Ouais, pour le coup, après, il y a tu as de des très l'imposition. grosses structures, hein. Il y a des très grosses institutions financières qui vont permettre, je pense, ce genre de choses. Quand le BTC va être un peu compliqué à obtenir, tu auras des BlackRock et autres qui vont permettre de faire ce genre de trucs. Je vois pas pourquoi ils ne le permettraient pas. C'est-à-dire que tu arrives, tu leur déposes du BTC. Eux, ça leur permet de générer des nouveaux ETF spots. Et en échange, tu peux emprunter. Ou tu peux emprunter d'autres valeurs chez eux, tu vois. Et j'aurais beaucoup plus Oui, mais confiance dans des institutions chez financières BlackRock, comme eux. pas aux banques françaises avec leur crédit Lombard ou je sais pas quoi. Oui, c'est ce que je dis. J'ai beaucoup plus confiance dans des instituts financiers qui ont cette structure-là que, dans une banque française. Pour moi, ils sont beaucoup plus stables d'un point de vue financier, hein. Et justement, si on regarde, j'ai trouvé une news qui est assez intéressante, sur ces sujets-là. C'est comment justement chaque pays gère un petit peu, sa dette. Et là, par exemple, on parlait tout à l'heure de la Thaïlande. Ils ont décidé en fait de tokeniser, directement les bons du trésor, thaï. Parce qu'aujourd'hui, c'est super bizarre. Vous allez dans des banques privées. Moi, on m'a déjà proposé du 10 à partir de 100 000 bahts. Ce qui est rien, 100 000 bahts, ça fait 3 000, 3 000 €, un truc dans ce goût-là, un peu moins. Ça va faire 2 700. Et on vous propose de vous filer 10 avec en mode liquidité totale. Et à côté de ça, il y a le gouvernement qui lui propose d'aller sortir en fait des bons du trésor qui sont tokenisés avec des rendements sur du quelques pourcents, sur des 2-3%. Donc d'un côté, il y a ce qui se fait dans le privé, d'un autre côté, il y a ce qui se fait d'un point de vue étatique. Et justement, c'est là où on voit qu'il y a certains stablecoins qui commencent à arriver et qui sont appelés des dark stablecoins. C'est qu'avec Mika là, et autres, où ça fait sauter un paquet de stablecoins qui étaient présents dans l'USDT, eh ben, il y a des pays qui commencent à utiliser d'autres produits, qui disent: «Vous êtes gentils avec vos réglementations qui bloquent dans tous les sens, mais nous, on a besoin d'émettre d'autres produits pour fonctionner. On n'a pas besoin d'être bloqué par des réglementations européennes ou américaines». Et il y a certains stablecoins qui étaient déjà bien implantés, qui disent: «Non, mais vous êtes gentils, vous, avec vos réglementations, mais nous, on est plus gros que ça». Et donc, il y a un peu cette guéguerre là qui est en train d'être mise en place. Et je trouve que c'est hyper intéressant de justement voir ces mondes qui sont en train de se séparer. Tu as les mondes de l'innovation qui disent: non, mais la crypto, ça reste décentralisé, on reste souverain, on fait ce qu'on veut. Et tu as d'autre côté les dinosaures du réglementaire qui essaient tant bien que mal d'absorber ce secteur-là. Il faut de la réglementation, il faut de la régulation, c'est sûr.
mais en fait, il ne faut pas une réglementation à l'européenne. On est là pour casser l'innovation. Il faut quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus souple. Et Ouais. je pense qu'on va avoir aujourd'hui une certaine innovation qui va être faite autour justement des blockchains qui sont plus opaques et qui vont desservir des marchés complets. Tous les marchés qui n'ont pas envie d'être dépendants de certaines réglementations, qu'elles soient européennes ou américaines. Le marché asiatique, c'est un marché en plein essor avec des capitaux qui sont juste monstrueux et qui aujourd'hui sont en train de fonctionner de leur propre manière et qui va devenir un pôle qui pour moi sera incontestable en fait dans les futures années. La suprématie du dollar américain, elle descend avec le temps. Il faut pas se leurrer. L'euro, il est dead à 300%. Il est remonté un petit peu parce que certaines personnes qui ont rapatrié des fonds, mais en fait, il n'y a rien qui change. Et donc, il est juste voué à disparaître pour un CBDC. Et donc, la question, c'est est-ce que vous aurez envie d'être full CBDC, d'être sur leurs règles, ou vous aurez envie de vous débrouiller par vous-même et d'avoir d'autres possibilités d'opportunités, d'autres moyens d'aller déposer votre argent. Est-ce que vous voulez rester sur du traditionnel SP500 si on parle de la bourse traditionnelle, ou est-ce que vous allez attaquer d'autres marchés, des marchés émergents peut-être, qui seront différents? Bah, ça, faudra voir. Mais après, surtout, le problème, c'est en Europe et en France, on adapte la réalité aux règles. En fait, ils disent, on va faire cette règle et il faut que la blockchain corresponde à ça. Tu vois, avec les débats qu'il y a eu notamment sur BTC, tu vois, comme c'est pas modifiable la base de données, parce qu'effectivement c'est pas modifiable, ça pourrait venir contredire la RGPD où tu dis droit d'effacer ces données, machin comme ça, donc ça pourrait être illégal. Alors on n'en est pas encore là, mais c'est des discussions qui sont en cours en fait avec les réglementations qui sont en discussion, où potentiellement tu pourrais te retrouver avec des aberrations de ce type-là en fait. Comme il y a certaines lois qui existent déjà qui disent que tu dois pouvoir faire certains trucs avec ton argent, certaines conditions sur tes données perso, mais la blockchain ne s'adapte pas forcément à ça. Donc, du coup, au lieu de s'adapter la législation à ce qui existe et ce qu'on ne pourra pas changer très difficilement, on va plutôt interdire tout ce qui ne correspond pas à ce qu'on avait comme idée à la base pour la réglementation. Donc, c'est un peu, ça donne souvent, mais même pour les entreprises, hein, tu te retrouves avec des lois, des trucs comme ça, tu te dis, mais qui c'est qui a fait ça en fait? Ils sont venus consulter les gens qui travaillent vraiment dans le secteur pour voir comment ça se passait. Non, voilà, on est d'accord, ils ont dit, non, mais nous, voilà, on est à Bruxelles, on va bien discuter, c'est ça qu'il faut faire, et on l'implémente. Les gens se disent, mais c'est quoi cette merde? Et on dit, non, mais c'est comme ça maintenant. Et voilà, en fait, ça marche comme ça, hein, parce qu'on va pouvoir être confronté très régulièrement à ce genre de choses. En fait, il n'y a pas de consultation et ça passe en unilatéral. Et après, tu te rends compte des merdes. En fait, tu dis, mais c'est pas applicable dans la réalité ce que vous avez fait. En fait, factuellement, ce n'est pas faisable. Donc, on essaie d'adapter, encore une fois, la réalité à ce qu'on avait envie de faire comme norme. Donc voilà, c'est un peu cocasse quand même comme posture. Justement, tu vois, ce qui est drôle, c'est que tu as d'un côté le RGPD qui est plus ancien que Mika, qui dit on doit protéger les données utilisateurs. De l'autre côté, tu as Mika qui dit on doit tout contrôler. Et là, tu fais on doit faire quoi? Et en fait, c'est des lois comme ça qui s'empilent les unes sur les autres, sans jamais réfléchir au sous-jacent, sans jamais nettoyer. Je sais plus combien il y a de papiers qui sortent, qui viennent contredire en fait des anciennes lois qu'ils avaient déjà mis en place. Et juste qu'ils se contredisent. Mais vu comme tu peux pas effacer, tu t'empiles. Et ça, c'est juste des trucs de fou. Et après, en France, effectivement, et ça, tu le dis bien, Laristo, c'est que, on a l'impression qu'on te fait des cadeaux fiscaux. En permanence, j'entends parler, ouais, de cette nouvelle coque, de ce truc-là. Et en fait, c'est juste un autre moyen de pouvoir récupérer votre argent directement, en fait. Faut pas se leurrer, hein. Quand ils parlent de potentiellement aller récupérer l'argent sur les comptes en banque, c'est pas une idée qui est farfelue, hein. C'est pas une idée qui est saugrenue, c'est déjà arrivé dans certains pays. Et si la France venait vraiment à faire, faillite, à faire défaut, et aujourd'hui, c'est une négociation qui est faite sur le classement de la France parce que, si on venait à être déclassé, il y aurait des impacts qui seraient juste monstrueux derrière et aujourd'hui, on est en train de soudoyer les personnes qui mettent les notations sur les pays pour essayer de garder une bonne cotation, hein. Faire attention à ça et tu dis: «Il vaut mieux y aller et calculer la flat tax à 30. Ça dépend. Si tu as une toute petite imposition sur le revenu et que tu sors, je sais pas, 10 000 € en crypto, tu as tout intérêt à être sur l'IR. Si par exemple, tu étais dans une tranche comme moi j'étais, on était dans les tranches où tu te faisais déjà bien tabasser, tu sors 100 000 € dessus. Oui, là, tu as mieux fait d'être à la flat tax. Donc après, ça dépend de ton cas en fait et ça dépend de comment tu veux l'intégrer. Mais il y a moyen d'optimiser les choses quand même, hein. Il faut pas se cacher. En France, pour les cessions à moins de 305 €, on est exonéré d'impôts, mais j'imagine qu'il faut faire le calcul. Pour le prochain calcul, devra sortir réalisé.
Alors, oui, sur les plus-values, tu as 305 € effectivement qui sont exonérés d'impôts, mais il faut les calculer, il faut les déclarer. Ce qui fait un peu peur, en fait, c'est qu'il y a aucune certitude par rapport aux réglementations. En fait, tu dis là, cette année, c'est comme ça, mais l'année prochaine, on ne sait pas comment ça peut se passer. L'année d'après, on ne sait pas comment ça peut se passer. Donc, c'est assez difficile, en fait, de planifier comment tu vas faire ton truc, quoi, parce que tu sais vraiment pas ce qui peut se passer, surtout comme ils sont en tension pour récupérer de l'argent, tu sais pas ce qu'ils Ouais. veulent te pondre, hein. Quand on a vu les aberrations qui étaient sur la table, bon, il y en a pas mal qui sont pas passés, mais tu vois, imposition passeport, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Tu fais ouais, ça fait un peu flipper, quoi, parce que tu sais pas vraiment ce qui peut te tomber sur la gueule. Là, tu dis là, cette année ça passe, mais l'année prochaine, on sait pas ce qu'il y a sur la table, tu vois, parce ils sont assez créatifs quand même dans l'idée. Bah, tiens, justement, dans les paris, pour moi, le prochain truc qui vont faire bouger, c'est la TVA. On a l'une des TVA les plus basses d'Europe. Ça, c'est le jackpot, en fait. Tu mets 1 ou 2 en plus, 21 ou 22, on serait raccord avec les autres pays d'Europe. Pour moi, c'est le prochain truc qui vont faire bouger pour les récupérer du pognon. Ouais, j'avais passé sur Twitter, il y en a qui commencent à en parler, de dire proposer de baisser les cotisations sociales aux entreprises et monter les TVA, en fait, pour faire payer le Ouais, financement à tous tu les récupères consommateurs. partout. Mais je pense que c'est un bon contender, Mick. Effectivement, je pense que il y a moyen qu'il nous monte un peu la TVA. Mm. Ouais, ouais. Revolut est régularisé en France maintenant, mais en fait, c'est pas parce que tu es régularisé que tu es plus solide et que potentiellement tu peux pas te faire geler tes comptes. Ces structures-là, vraiment par expérience, je vous invite à aller regarder sur internet, vous tapez Revolut, compte gelé, Wise, compte gelé, N26, compte gelé. Vous allez voir des centaines et des centaines de personnes à qui c'est arrivé et pour des motifs plus ou moins bidons en fait. Donc, Ouais, c'est pas pour beaucoup d'argent. On est d'accord que les néobanques, c'est bien pour avoir un peu de flexibilité, des cartes, notamment multi-devises, si tu voyages et tout, c'est quand même pas mal d'avoir ces flexibilités-là, mais on n'est clairement pas sur avoir ton épargne là-dessus, hein. C'est plus pour avoir quelques possibilités. Justement, si on bloque ton compte, ben, tu as quand même quelques fonds là-dessus, justement, avec d'autres devises pour avoir une carte et pour en payer, pour diversifier un peu, mais non plus, j'ai pas des grosses sommes dessus, hein. C'est plus pour avoir un peu de flexibilité si jamais j'en ai besoin et notamment les multi-devises, les choses comme ça. Mais bon, c'est pas non plus magique non bah, plus, comme tu le dis. ouais, il y a un catalyseur et quand on regarde un petit peu toutes les expériences de tout le monde, en général, aux alentours des 30-35 000 €, ça commence à toper. C'est là où les comptes commencent à se geler et autres. En dessous, ils sont moins regardants et après, ça dépend aussi du nombre de transactions également qui sont faites. Jordan qui dit: «C'est effrayant de voir l'écart qui se creuse, en l entre l'Europe et le reste du monde, US-Asie, par rapport aux crypto-fiscalité. Pour ceux qui peuvent, l'expatriation semble la seule porte de sortie». Je comment dire? Là, le problème, c'est qu'on est biaisé. Théo est parti de France pour certaines raisons. Moi, je suis parti il y a des années pour des raisons, personnelles également. Heu, oui, moi, je vous invite déjà à voyager pour voir ce qui se fait ailleurs, pour avoir un autre, prisme de vue. Demandez aux gens qui vivent sur place, demandez aux expatriés qui vivent, sur place, comment ça se passe la partie, fiscalité, crypto, style de vie et vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses, qui changent. On va prendre encore une ou 2 questions et puis on va s'arrêter là. En France, il me semble qu'il n'y a que la loi Sapin 2 qui permet d'aller piocher dans les comptes et les assurances vie. Le jour où ils ont besoin, ils vont le faire. Il y a loi ou pas loi, t'inquiète pas, ils le passeront en forceps. Qu'en est-il d'un compte dans un paradis fiscal? J'aime bien ces questions-là, en fait, parce que tout le monde se dit, tu vois, dès que tu as un compte C'est en magique. Suisse, c'est magique. C'est en mode, non, mais ils déclarent rien. Déjà, la Suisse, en fait, ils sont hyper transparents. Ils donnent énormément d'informations à la France et autres. Euh, Paradis fiscal n'est utilisable que si vous avez une fiscalité qui n'est pas celle de la France déjà, ou que vous ne déclarez rien. Et en fait, c'est de l'illégalité. En fait, les gens confondent les choses. C'est-à-dire que tu peux avoir un compte au Panama, tu peux l'ouvrir. Le Panama étant considéré comme un paradis fiscal parce que c'est une fiscalité territoriale. Beaucoup de fiscalités territoriales sont considérées comme des paradis fiscaux, ce qui est une grosse blague c'est quand vous comprenez la fiscalité. Mais bon, si vous le déclarez en France, il n'y a aucune problématique. L'idée, c'est à partir du moment où vous ne déclarez pas un compte. Vous avez un compte en Belgique, vous habitez en France, vous avez un compte en Belgique, vous ne le déclarez pas. C'est du fraude, c'est de la fraude au fisc. En fait, c'est tout. Il n'y a pas. À partir du moment où vous déclarez que vous payez vos impôts, il n'y a pas de problème en fait. Mais c'est ce qu'on dit, tu vois, c'est ouvrir un compte en Suisse, ouvrir un compte, il faut le déclarer. À partir du moment où tu ne déclares pas, ben, t'es pas bon. Et si tu Ouais, déclares pas, parce que là j'entends île Vierge britannique, île Caïman, des choses comme ça, si tu as un compte là-bas que tu vas pas déclarer et qu'ils se rendent compte que tu as la majorité de ta thune là-bas, ben, tu vas te faire toquer, quoi. Donc c'est pas mais magique non plus, hein. si tu le déclares, il n'y a pas de problème. En fait, c'est toujours une question de déclaration et de ce que tu veux donner.
Et Par contre, il y a moyen que tu Natsuki, sois un peu plus sous scrutin, effectivement. Si tu reçois ouais. de l'argent d'un compte aux îles Caïmans, ils vont te dire, tiens, c'est bizarre que pourquoi il a ça. Tu auras peut-être une petite enquête sur ta personne, effectivement, parce que Ah bah, le ça va. nombre de Ils vont mecs. lever la sourcil, ils vont lever le sourcil droit, ils vont dire, tiens, c'est étrange. Il a jamais déclaré aucun compte à part son compte au Crédit Agricole en France, et là, il commence à recevoir des sommes d'un compte aux îles Vierges britanniques qui correspond à 3 fois son salaire. Ça commence à devenir un peu bizarre. Ah, mais le nombre de mecs qui ont ouvert des comptes à Dubaï comme ça, qui disent non, mais moi, c'est bon, je suis riche, j'ai mon argent. Et puis quand ils le ramènent, qui se font toquer d'une manière extrêmement forte. Pour les déclarations de Binance, oui, en fait, arrêtez de penser parce que c'est régulé qu'il ne faut pas déclarer. Au pire, ça vous coûte rien. Prenez le temps, déclarez-le. Pendant très longtemps, c'était le cas. Maintenant, ils sont SAN. Il y a la SAS où ça devrait être bon. Mais franchement, déclarez tout. Arrêtez de faire l'épingle. Ça vous prend 3 minutes à faire le formulaire. Au moins, vous êtes carré.